Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Santé 10. Merci de votre fidélité, merci d'être au rendez-vous. Ce soir, nous allons parler des troubles du comportement. Alors, chez l'adulte, peut-être même chez la personne âgée, et pour vous en parler, des professionnels de santé. Les troubles du comportement chez nos parents, chez les grands, chez les adultes, chez nos personnes âgées. On en parle ce soir avec Jean-Luc Farroz. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Docteur Jean-Luc Farroz, qui est gérontopsychiatre. Alors je me posais la question, est-ce qu'on disait gérontopsychiatre ou est-ce qu'on disait psychogériatre ? Fondamentalement, c'est à peu près la même chose, histoire de rester plus clair, je pense que de dire gérontopsychiatre, c'est mieux parce que je suis avantopsychiatre spécialisé pour la prise en charge des personnes âgées. Très bien. Merci pour cette précision. Bonsoir, docteur Tatiana Basileux-Zozio. Est-ce que j'ai bien mis dans l'ordre ou Zozio-Basileux? Oh non, c'est Tatiana Basileux-Zozio. Ça marche. Très bonne question, mais ça marche comme ça. Ça marche. Bon, ben alors on est content. Merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes gériatre. On est à la polyclinique de la Guadeloupe. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Parce que je sais que vous faites vraiment beaucoup de choses dans ce service du côté de la polyclinique. Bien, je coordonne un service de médecine à orientation gériatrique, donc effectivement de la gériatrie, et c'est de l'hospitalisation de semaine, de la consultation mémoire, et puis je participe aussi à des activités comme celle d'aujourd'hui, de la prévention régulièrement. On va d'ailleurs rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand on parle de troubles du comportement chez nos aînés, chez nos adultes, comment pouvons-nous définir les troubles du comportement ? Alors, en tout cas, la définition du gériatre, en tout cas, que moi je pourrais donner, le trouble du comportement chez la personne âgée, et c'est vrai qu'on évoquait particulièrement la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas ce qu'on appelle, nous, les troubles neurocognitifs majeurs, donc les maladies de mémoire, moi je préfère dire, ça va être en fait un comportement inadapté à la situation et ou à l'environnement, de façon très générale. Et c'est vrai que c'est quelque chose c'est pas quelque chose dont les gens parlent souvent. Dans les maladies type maladie d'Alzheimer, souvent on pense aux troubles de mémoire quand on parle de la maladie. On a la vision un peu de quelqu'un qui oublie, qui est souvent désorienté, mais on n'a pas forcément idée qu'il y a très souvent dans ces pathologies des troubles du comportement qui peuvent être multiples et qui sont souvent, en tout cas dans ma pratique, ceux qui amènent les familles à consulter. C'est-à-dire que tant qu'il s'agit de troubles de la mémoire au quotidien, maman, elle commence à avoir un petit peu des difficultés à se rappeler les rendez-vous, les anniversaires, des petites choses du quotidien. Souvent, les gens sont assez... ils laissent couler. On n'a pas forcément se dit c'est l'âge. Par contre, quand les troubles s'amplifient et quand maintenant il commence à y avoir ce qu'on appelle les troubles du comportement, c'est souvent ce qui fait basculer en fait la famille et les proches dans l'envie d'avoir un diagnostic, parce que là, clairement, on se rend compte qu'il y a une difficulté au quotidien et que la personne n'est plus en capacité de s'adapter à son environnement et à son quotidien. Dans quelle maladie on les retrouve, les troubles du comportement ? Alors, de façon générale, les troubles du comportement, on va les retrouver, en tout cas à notre niveau, dans les troubles neurocognitifs majeurs. Donc, c'est un mot un peu compliqué pour parler en fait de ce que j'appelle les maladies de mémoire. Principalement la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres formes en fait de maladies de ce type, comme les maladies à corps de Lévy, les maladies frontotemporales, les maladies de Parkinson, les maladies neurodégénératives de façon générale. Et puis après, on va retrouver aussi ces troubles du comportement. On peut les retrouver dans les maladies psychiatriques, qui sont encore un autre champ en fait en gériatrie. On va retrouver ces troubles, et il faut savoir qu'il en existe plusieurs types, puisqu'on va avoir les troubles du comportement plutôt sur ce qu'on appelle, nous, le versant productif, et les troubles du comportement négatif. Donc, en fait, les troubles du comportement productif, on va retrouver la déambulation, la personne qui marche, qui déambule, qui est désorientée, mais aussi, par exemple, les hallucinations, les hallucinations visuelles, auditives. On a, alors, dans l'autre versant, ce qui est souvent plus toléré, ou plus tolérable des fois pour les familles, ce sera plutôt l'apathie, le repli sur soi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment plusieurs types de troubles et que souvent en fait les familles ne sont pas du tout préparées à devoir gérer en fait la première fois où on a un proche malade qui a des hallucinations par exemple. C'est vrai que ça peut être assez difficile
à gérer et savoir quoi faire et comment réagir en fait. On va revenir tout à l'heure, docteur Basileux, pour parler du diagnostic. Comment diagnostique-t-on les troubles du comportement, en tout cas les maladies où il y a des troubles du comportement. Mais juste avant, j'aimerais demander au docteur Farroz, on a dit gérontopsychiatre pour que nos téléspectateurs puissent bien voir de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous définir le rôle du gérontopsychiatre? D'accord. Alors, on peut simplement déjà peut-être définir le rôle d'un psychiatre, parce que des fois ça semble un peu flou et voilà, quelque peu négatif pour beaucoup de personnes. Donc le psychiatre, c'est le médecin spécialiste qui prend en charge ce qu'on pourrait qualifier de la douleur comme étant la douleur morale. Donc il ne s'agit pas de douleur physique, quoique parfois oui, mais voilà, tout ce qui est dans le champ, on va dire, psychopathologique, où la personne souffre, elle a une souffrance morale qu'elle peut exprimer de façon consciente ou inconsciente. Donc voilà, et le médecin psychiatre peut se surspécialiser dans la prise en charge de certains types de populations. Et donc moi, je me suis surspécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. Donc de même qu'un pédopsychiatre se spécialise dans la prise en charge des enfants. Très bien. Le gérontopsychiatre a une méthode particulière quand il faut travailler avec nos aînés? Non. Pas forcément? Non. Je pense que le psychiatre, d'une manière générale, essaie de rétablir une forme de normalité, travaille avec un sens de l'empathie, ça veut dire de se mettre au plus près du vécu de la personne, hein, et à partir de là, de pouvoir lui prêter notre appareil à penser. Donc ça veut dire de pouvoir décortiquer avec lui des choses qui semblent compliquées, des choses qui semblent difficiles, peu exprimables, de pouvoir justement l'accompagner dans cette clarification qu'il peut avoir au niveau psychique. La transition est toute faite pour ma question suivante. À quel moment intervient le gérontopsychiatre? Pour la personne âgée? Pour la personne âgée. Oui. Donc, le gérontopsychiatre va intervenir dans deux moments. Hein. Quand une personne âgée présente une souffrance morale qui lui est perceptible et qu'elle a besoin d'aide à ce niveau-là, ou quand une personne âgée a une souffrance morale qui ne lui est pas perceptible et qui peut, par exemple, entraîner les troubles du comportement qu'évoquait tout à l'heure le docteur Basileux. Donc, ce sont les champs, on va dire, d'action du médecin gérontopsychiatre. Le psychiatre qui travaille avec les personnes âgées, donc le gérontopsychiatre, il fait un petit peu partie, ça va vite, hein, il fait vite un petit peu partie de la famille, parce qu'on se confie quand même. On a vraiment ce côté où papy, mamie se confient vraiment à quelqu'un. C'est particulier? Alors, je pense que ça fait partie du travail. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il s'agit en fait de créer un cadre empathique. Donc, quand on est au contact d'une personne âgée, l'idée c'est de l'aider le plus possible à se sentir à l'aise pour pouvoir dire les choses qui peuvent peser. Et effectivement, si on crée ce cadre empathique, on est dans une interaction privilégiée et ça peut s'apparenter à ce qu'on peut ressentir avec un proche famille. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur ce qu'on propose en termes de traitement, en termes d'accompagnement. Mais juste avant, docteur Basileux, parlons du diagnostic. Alors, en fait, lorsque l'on se rend compte, soit même qu'on a les troubles du comportement, soit c'est l'entourage, en fait, qui va consulter, il y a tout d'abord un diagnostic qui doit être posé. Puisqu'on l'a un petit peu évoqué, en fait, ça va être des troubles qu'on va trouver dans plusieurs types de maladies. Et toute la question, déjà, va être de savoir, effectivement, est-ce que c'est dû à une maladie neurodégénérative? Est-ce que c'est dû à un trouble psychiatrique? Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qu'on va pouvoir, en fait, traiter de façon différente en fonction de la cause? Et donc, ce diagnostic-là, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Puisqu'en fait, très naturellement et très souvent, les personnes vont d'abord consulter le médecin généraliste, leur médecin traitant, qui lui-même déjà va pouvoir faire un premier débrouillage, faire la part des choses, examiner le patient, voir effectivement, mais comme disait docteur Farroz, est-ce qu'il y a une souffrance morale, est-ce qu'il y a une souffrance physique, est-ce qu'il y a les deux aussi, hein, très fréquemment ça peut être le cas, et en fonction de ça, déjà orienter des premiers examens qu'on appelle des examens de première intention.
ça peut être une prise de sang, ça peut être un examen d'imagerie, ça peut être aussi bien d'orienter directement le patient vers d'autres spécialistes. Il y a bien sûr les gériatres, mais il peut y avoir donc les psychiatres ou le gérontopsychiatre plus spécifiquement, ou encore même les neurologues ou d'autres types de spécialistes. Et ensuite, ces différents spécialistes vont pouvoir apporter un éclairage en fonction de leur examen. Et puis, si besoin, c'est vrai que nous, on fonctionne comme ça à la polyclinique de Guadeloupe, c'est-à-dire que assez facilement, nous, on va proposer des hospitalisations courtes. Alors, pourquoi l'hospitalisation? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser de diagnostic sans hospitalisation. C'est pas ce que je dis. Je dis que simplement, en fait, ça peut être beaucoup plus pratique, puisqu'on a sur un nombre de jours réduit le patient qui est hospitalisé qui va pouvoir être vu par plusieurs spécialistes. Donc très fréquemment, lorsqu'il s'agit des troubles du comportement, il y aura une consultation au moins avec le neurologue, la neuropsychologue, le gérontopsychiatre, le gériatre. Il y aura un bilan biologique, il y aura un examen d'imagerie. Donc on a tout de suite en fait le faisceau d'examens qui permet d'analyser les choses et de pouvoir dire, tiens, on peut partir dans telle direction. Pas forcément poser un diagnostic définitif tout de suite, puisque des fois on est dans des situations où c'est encore difficile de faire la part des choses, où on propose une thérapeutique et on dit tiens, on va revoir le patient à 3 mois, 6 mois, 1 an pour voir où est-ce que ça en est et est-ce que effectivement les troubles du comportement, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'on a pu résoudre la situation ou est-ce qu'encore on est dans un autre diagnostic. Donc c'est vrai que ça c'est plus un souci de praticité, à la fois pour les patients, pour les familles aussi, ça peut être assez rassurant et pour nous-mêmes. Mais sinon, ça peut être des examens qui peuvent être réalisés donc, en ville et revoir donc, ensuite les différents médecins et petit à petit arriver à un diagnostic précis. Donc le gériatre intervient plus ou moins dès le début? Alors, assez facilement, oui, parce qu'on peut être sollicité dès le départ pour la question du trouble du comportement, même si après on va passer par un filtre de beaucoup d'examens et revenir aussi des fois sur les anomalies organiques, les anomalies biologiques qui peuvent des fois créer aussi ces troubles du comportement. Donc c'est vrai que souvent on peut être à la base, enfin en tout cas au départ, de l'enquête, je dirais, du diagnostic. Et puis s'aider des avis des autres confrères. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, je travaille avec plaisir avec mon collègue Dr Faros parce qu'il a cet éclairage, en fait, par rapport à la gériatrie et à la psychiatrie qui peut être très, très utile puisque des fois, vraiment, la frontière, elle est fine. On a parlé de souffrance morale, de souffrance physique. Et des fois, il y a vraiment une situation où on a les deux et où il va falloir faire la part des choses pour pouvoir arriver à un diagnostic. Comment, Dr Faros, est-ce qu'on peut parler vraiment de traitement, en tout cas comment le gérontopsychiatre accompagne les malades atteints de troubles du comportement? Alors, quand on est face à quelqu'un qui présente des troubles du comportement, pour le psychiatre, alors c'est vrai que c'est intéressant qu'il ait d'abord été vu par le gériatre, qui peut déjà aussi éliminer toute cause somatique qui pourrait entraîner les troubles du comportement de la personne âgée. Et en fait, le psychiatre face aux troubles du comportement le prend comme un symptôme, qui peut être le symptôme de plein de choses, et ensuite il essaie de faire le tri entre ces choses, de pouvoir se dire est-ce que ça vient d'une problématique mémorielle, est-ce que ça provient plutôt d'une problématique de l'humeur, une souffrance type dépression, qui peuvent aussi un peu brouiller les pistes. Et donc effectivement à ce moment-là, on prend, enfin en tout cas moi j'opte de faire comme ça, si la clarification est difficile, de proposer le diagnostic avec le meilleur pronostic pour la personne et de proposer une thérapeutique aussi adaptée et de revoir quelques temps après si cette thérapeutique permet d'améliorer la situation et donc d'aider le patient à se sentir mieux, à ne plus être en tout cas en souffrance. Donc oui, il y a du traitement et il y a aussi tout ce qui concerne l'accompagnement de psychothérapie qui consiste à pouvoir déterminer le cadre qui permettra au patient de se rétablir psychiquement. Voilà. Et pour l'accompagnement, on accompagne à la fois le malade, mais on accompagne aussi la famille. Alors oui, parce que on va dire que le psychiatre et le gérontopsychiatre se trouvent à l'interface de la biomédecine, donc la médecine pure et dure, à l'interface des problématiques plutôt psychologiques et aussi à l'interface des problématiques sociales. Donc bien évidemment, en psychiatrie, on doit prendre en considération l'entourage, on doit prendre en considération la souffrance des aidants, tout ce qui va permettre d'aider le patient à aller mieux. Donc c'est quelque chose de complexe et qui demande du temps.
Et on va parler aussi tout à l'heure, docteur Farroz, on imagine qu'il y a vraiment une manière de faire, une manière particulière face à l'hospitalisation d'office. Quand il faut hospitaliser, voilà, il faut vraiment préparer pas seulement le patient, mais préparer aussi la famille à accepter cela. Et j'imagine que ça se fait de manière particulière. Mais juste avant, docteur Basileux, on parle de troubles du comportement. On a un petit peu expliqué les différentes maladies qui font qu'on peut avoir des troubles du comportement. Est-ce qu'on peut parler maintenant des différents traitements? Oui, bien sûr. Mais alors, juste avant quand même d'arriver au traitement, parce que ce qu'il faut bien que les personnes qui regardent l'émission comprennent, c'est que devant un trouble du comportement, donc mon parent qui est agité, désorienté, confus, halluciné, je ne sais pas moi, agressif, verbalement, voire physiquement. Je ne veux surtout pas qu'il y ait un raccourci en se disant, tiens, ben mince, voilà, il y a une maladie d'Alzheimer ou autre. C'est-à-dire que derrière ce comportement-là, inhabituel, il peut y avoir vraiment plusieurs choses. Il peut y avoir, comme l'a dit le docteur Farroz, une cause somatique. Alors, quand on dit cause somatique, ça veut dire une anomalie dans le corps. Une rétention d'urine, une infection urinaire, un AVC. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il faut qu'il y ait d'abord ce filtre-là. C'est pour ça que je voulais le redire vraiment, le filtre somatique. Mais le filtre qui va aller chercher, est-ce qu'il n'y a pas une anomalie qui explique en fait ce comportement inhabituel avant d'arriver à des conclusions qui sont toujours plus inquiétantes dans l'esprit des gens, puisqu'à partir du moment où on commence à vous parler de maladie d'Alzheimer ou de pathologie psychiatrique, où on a parlé là d'hospitalisation d'office, où là on rentre dans des choses qui font peur aux gens. Et c'est très important de se dire, quand il y a ce trouble du comportement, il ne faut pas en avoir peur, il faut aller chercher la cause. Et c'est vrai que des fois, on arrive à des situations où on est obligé de consulter aux urgences, ou en urgence en tout cas, parce que devant une grande agitation, une grande confusion, une grande agressivité, on n'a pas forcément les moyens de dire, tiens, on va aller chez le médecin traitant. Voilà. Donc ça va être la première des choses. Et effectivement, quand on a orienté, ce comportement, c'était, alors typiquement, une rétention d'urine, un AVC ou une infection. On va aller traiter l'infection, on va traiter la rétention d'urine, et effectivement, on va voir ensuite dans le décours si effectivement ce trouble du comportement, il se résorbe. Puisque c'est très fréquent que chez les personnes âgées, dans des situations de grande confusion, de grande douleur, qu'on puisse avoir ce qu'on appelle ces troubles du comportement, cette agitation, ce syndrome de confusion. Et puis après, s'il y a un autre diagnostic qui peut être une maladie d'Alzheimer, une autre forme de maladie ou un trouble psychiatrique ou encore autre chose. On n'a pas parlé de la dépression, mais dans certaines formes de syndrome anxio-dépressif, on a des troubles du comportement. Et des fois, traiter la dépression, on va pouvoir permettre de clarifier les choses. Et ensuite, de refaire le point et en tout cas de résorber ces troubles-là. Donc, en fonction de la maladie, on va pouvoir mettre en place des traitements qui seront soit des médicaments, bien sûr. Donc, on a parlé, par exemple, de la dépression. On va essayer de mettre un traitement antidépresseur adapté, mais pas que, puisque, effectivement, dans les maladies, surtout neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, eh bien, on n'aura pas que les traitements médicamenteux, on aura aussi tout un ensemble d'une prise en charge qui est non médicamenteuse et qui va beaucoup reposer sur l'accompagnement des familles, sur comment réagir face à ce trouble du comportement. Et bien retenir qu'en fait, dans ces situations-là, le malade, lui, il n'est plus en capacité de s'adapter à son environnement. Donc, c'est à l'environnement de s'adapter à lui. Et ça va être à l'entourage et aux aidants de savoir prendre sur eux, gérer, s'adapter pour éviter, en fait, d'amplifier les troubles du comportement. Puisque fréquemment, dans ce qu'on appelle l'agressivité, qu'elle soit verbale ou physique, eh bien, en face, on va être comme un peu une espèce d'écho. Et la façon dont on va réagir peut, des fois, soit rendre la situation plus difficile ou moins difficile en fonction de notre capacité à réagir. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment... ça peut être très compliqué pour les familles et c'est là qu'on va les accompagner avec notamment l'aide d'associations comme France Alzheimer Guadeloupe, comme d'autres associations d'aidants qui vont accompagner les familles et leur apprendre un petit peu à gérer les situations de ce type-là. On salue d'ailleurs toute l'équipe de France Alzheimer Guadeloupe, Monsieur François Lemestre, le président, et puis toute l'équipe. On va d'ailleurs vous laisser un numéro de téléphone de France Alzheimer Guadeloupe si vous avez besoin, si vous voulez vous renseigner. Docteur Farroz, comment se fait le suivi d'un patient ayant des troubles du comportement? Je vais rebondir sur ce que disait le docteur Basileux. C'est effectivement ça, c'est-à-dire le trouble du comportement n'est qu'un symptôme. Pour la personne qui a des problématiques mnésiques, de mémoire, c'est un symptôme qui traduit son incapacité à appréhender le monde qui l'entoure.
Donc ça veut dire qu'il y a des mauvaises interprétations qui sont faites, une mauvaise lecture peut-être au niveau émotionnel de ce que présente le visage de son interlocuteur à ce moment-là, qui fait que il va s'énerver, il va s'agiter. J'aime à dire que la personne qui a des problèmes de mémoire, des fois, ces problématiques de mémoire, elles sont très fluctuantes. Donc à certains moments, la personne est parfaitement adaptée, à d'autres moments, elle ne l'est pas du tout. Et c'est un peu comme si elle switch entre différents états. Et l'idée, c'est que tout ça est générateur de beaucoup d'anxiété. Et donc, les personnes âgées qui ont des problématiques de mémoire portent cette anxiété. Et tout l'accompagnement qu'on leur proposera visera à réduire cette anxiété. Et notamment, comme le disait le docteur Basileux, ces techniques qui sont non médicamenteuses et qui sont beaucoup plus efficaces, qui consistent à ajuster l'environnement, à adapter notre façon d'être à la personne afin de l'aider. Alors c'est vrai que nous, en psychiatrie, on est très soucieux de ça et justement de créer cet ajustement. Donc ça veut dire que quand la personne dit quelque chose qui n'a pas l'air valide, de ne pas l'invalider tout de suite, de pouvoir un petit peu rentrer dans cette non-validité et pour en sortir dès qu'on peut. Et ça, c'est beaucoup plus facile en termes d'ajustement à la personne qui présente des troubles du comportement parce qu'elle ne s'est pas sentie dépréciée, etc. Et donc, la qualité relationnelle permet que elle continue à se sentir à l'aise, elle n'est pas angoissée et les troubles du comportement, à ce moment-là, peuvent, transitoirement, probablement, mais en tout cas, ne pas se présenter ou se manifester à ce moment-là. Donc, tout l'accompagnement, en fait, consiste à aider les aidants et aussi à permettre à la personne d'être le moins stressé possible et de mieux négocier cette appréhension du monde qui l'entoure. Ça, juste, je me permets parce que c'est vraiment très important ce que Dr Farroz a dit. Cette capacité, en fait, à ne pas invalider tout de suite ce que la personne va dire, parce que c'est souvent ce qui est très troublant pour l'entourage. Et j'ai souvent, moi, des retours où le fils, la fille dit, voilà, je m'épuise à lui expliquer, à lui dire que c'est pas ça, ou même en pleine consultation. Donc effectivement, le monsieur ou la dame, a un discours incohérent, dit quelque chose qui tient pas la route, et la fille coupe en disant, mais non, je t'ai dit, je t'ai expliqué, c'est pas ça. Et effectivement, c'est ça qui est très très compliqué, parce qu'en fait, j'ai eu aussi l'exemple d'une dame qui avait des hallucinations et qui, en fait, avait toute une histoire construite autour de ses enfants petits. Alors, il y a souvent aussi de l'histoire de la personne dans le trouble du comportement, et elle considérait beaucoup, notamment, des poupées ou des peluches comme des enfants. Elle a des hallucinations. Et donc on discute, on doit faire le point, on doit organiser une hospitalisation. Et la fille me dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question qu'elle vienne avec la dite peluche ou poupée. Voilà. Et je lui dis, non, au contraire, moi, emmenez-la, en fait, puisque si finalement, alors, parce qu'elle s'obstine à lui expliquer que non, que c'est pas son enfant, que c'est une poupée, etc. Donc ça génère en fait vraiment des grosses colères de la part de la patiente. De grandes frustrations. Voilà. Et en fait, ça a été tout un travail de commencer à dire, mais en fait, finalement, en quoi déjà, de premier abord, ça pose problème, parce que si effectivement, elle est hospitalisée sans cet enfant, parce que pour elle, c'est son enfant. Donc, on génère une situation où elle est quelque part, son enfant n'est pas avec elle, et dans son vécu, c'est essayer de se mettre à sa place et dans son monde. Et c'est juste pas possible. Si nous-mêmes, en tant que parents, on essaie de s'imaginer cette situation, qu'on a un enfant bébé quelque part, on va le chercher. Maintenant, c'est pas forcément... Elle m'a dit, oui, mais on va alimenter. Moi, j'essaie justement de pas alimenter son délire, ses hallucinations, etc. Et donc, elle ne savait plus se positionner. Et je lui dis, mais déjà, dans un premier temps, en plus, on est dans la phase diagnostique, on va déjà tolérer ça, puisque ça va permettre en plus peut-être que l'hospitalisation se passe au mieux. Nous, ça va nous permettre en tant que soignants, puisqu'elle va arriver dans une structure, elle ne connaît pas les gens, elle ne connaît pas les murs, d'essayer de gérer la situation sans avoir à lui donner des médicaments pour la déstresser. Parce que comme on l'a dit, on va essayer le plus possible de ne pas donner de médicaments, notamment les anxiolytiques, les neuroleptiques, on va essayer de les éviter le plus possible. Et ça veut dire adapter cet environnement. Cet outil-là, pour moi, c'est un outil, va permettre d'adapter l'environnement et de pouvoir gérer au mieux l'anxiété de cette dame. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va laisser tout le temps en place cela, mais on va au moins commencer par ça pour arriver déjà à un diagnostic, et c'est une première étape. Et ça a été toute une déconstruction à faire pour la vie, qui pensait qu'il fallait surtout ne pas encourager ça, et elle pensait bien faire, entre guillemets, et ça créait pourtant plus d'agressivité. Docteur Tatiana Basileux, Zosio, docteur Jean-Luc Farroz, on va marquer une courte pause
Mais c'est vous qui décidez. Hein. Si vous me dites qu'on ne fait pas la pause, on ne fait pas la pause. Hein. Mais si vous êtes d'accord, moi j'aimerais bien qu'on marque la pause et qu'on se retrouve dans 3 petites minutes. Ça vous va? Parfait. Aujourd'hui, c'est vous les patrons. C'est vous qui décidez. On marque la pause et on se retrouve juste après. Si vous prenez en cours l'émission Santé 10, sachez que ce soir, nous traitons de la thématique des troubles du comportement chez les adultes, chez nos personnes âgées. Nous sommes avec le docteur Tatiana Basile-Zozio, gériatre à la Polyclinique ici en Guadeloupe. Et nous avons avec nous le docteur Jean-Luc Farroz, gérontopsychiatre. Alors, j'ai chercher un petit peu avant quand même, vous savez, quand on prépare l'émission, on cherche à savoir, on se renseigne. Je ne sais pas si je me trompe, mais je n'ai pas trouvé de structure adaptée pour l'accompagnement des personnes ayant des troubles du comportement. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai bien cherché? Est-ce qu'on pas fait rouchage là pour moi t'es fait? En tout cas, vous allez me dire docteur Farroz ou docteur Basile. Ou les deux. Allez-y, docteur Farroz. Oui, il n'y a pas de problème. Alors effectivement, c'est l'une des grandes complexités de notre système de santé en Guadeloupe, hein, c'est qu'il n'y a pas de structure adaptée à la personne âgée qui pourrait présenter des troubles du comportement dans le cadre effectivement de maladies mémorielles, comme le disait le docteur Basile. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très lourd et handicapant pour les personnes qui sont confrontées à ça et qui se retrouvent un petit peu dans un no man's land. Donc voilà, après, certaines choses se mettent en place, les consultations mémoire existent, notamment celle du docteur Basile à la Polyclinique, et effectivement, on trouve des solutions, mais qui, à mon avis, ne sont pas encore à la hauteur de l'enjeu de santé publique que ça représente, parce que je me souviens quand j'étais adolescent au lycée, j'entendais dire que la population était vieillissante. Bon, je ne vais pas dire mon âge, mais 20 ans après, la population n'est pas vieillissante. La population est vieille. Et effectivement, nous avons beaucoup de personnes âgées en Guadeloupe. Et donc, de ce fait, nous sommes soumis à avoir beaucoup de personnes qui peuvent présenter des troubles du comportement. Et donc, effectivement, un service de gérontopsychiatrie serait vraiment le bienvenu. Surtout, docteur Basile, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, quand on est vraiment dans l'urgence, eh bien, on peut éventuellement diriger les patients. Je ne sais pas, hein, je dis quelque chose, par exemple, à Monterrand, et ce n'est pas la place du patient. Et donc là, ça peut rendre la personne bien plus malade qu'elle ne l'est déjà. Alors, je le dis de manière... mais bon, c'est vrai qu'on rentre alors du coup dans la question difficile du parcours des patients, de ces patients-là, avec les troubles du comportement dans les pathologies Alzheimer, où c'est vrai, comme l'a dit le docteur Farroz, un service de gérontopsychiatrie, ce qu'on appelle aussi les unités cognitivo-comportementales, mais pour l'instant, ça manque en Guadeloupe et ça génère des situations où les patients et donc les familles ils font un petit peu l'aller-retour entre je suis dans une situation de crise, il est 2h du matin, je dois gérer mon père halluciné qui veut partir, qui est suragité, et je ne peux pas aller déjà appeler le SAMU, c'est difficile, se diriger vers les urgences, effectivement on le dit, et moi-même je le dis, c'est pas adapté, parce que je viens de vous dire, dans le trouble du comportement, le patient il perd sa capacité à s'adapter à son environnement, à apprendre l'environnement. Donc aux urgences, dans un couloir, sur un brancard, etc., c'est le pire endroit, entre guillemets, où l'emmener, parce que du coup, ça va encore majorer plus son anxiété dont on parlait tout à l'heure, ses difficultés de comportement, son agressivité. Oui, mais sauf qu'il faut bien le prendre en charge, parce que, et je l'ai dit aussi, il peut se cacher derrière une infection urinaire, un AVC ou autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'il se retrouve aux urgences, souvent. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est des passages qu'on aimerait éviter à ces personnes, puisqu'on sait, ça toutes les études le montrent, que ces parcours un petit peu difficiles vont majorer en fait les troubles du comportement, vont majorer la perte d'autonomie et majorer les difficultés des aidants. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux familles, c'est aussi de savoir, entre guillemets, persister, parce que des fois, ça arrive aussi qu'on doive reprogrammer les rendez-vous, que ces personnes même soient opposantes et ne veuillent pas forcément d'elles-mêmes aussi aller dans les structures. Et moi, ça m'est déjà arrivé de reprogrammer un rendez-vous de consultation parce que le patient ne voulait pas venir.
Mais c'est vrai que c'est un vide qu'on tente à combler. Il y a des projets qui sont en cours et on espère qu'ils vont vraiment voir le jour rapidement pour pouvoir accompagner au mieux ces patients. On a des petites questions qui sont arrivées sur les réseaux. On a Charles-Henri qui explique un petit peu sa situation. Il dit qu'à l'époque, son père, il n'était pas encore diagnostiqué, mais qu'il a la maladie d'Alzheimer. Et dans un moment difficile d'agitation, de frustration, ne sachant pas que faire, il a donc appelé. En appelant les pompiers, on lui a dit d'appeler le SAMU. En appelant le SAMU, on me demande d'appeler la gendarmerie. En appelant la gendarmerie, et il met 3 petits points et demande aujourd'hui. Mon père est diagnostiqué, il est suivi, accompagné, mais si une autre personne serait dans cette situation, que doit faire la personne pour ne pas servir de balle de ping-pong? C'est une très bonne question. Je dirais déjà, pour commencer, face en fait à cette situation de trouble du comportement. Donc cette situation où le parent en question va commencer, parce que ça commence toujours par, il y a de l'agressivité peut-être verbale, il commence à s'agiter, il commence à s'énerver. On voit bien qu'on commence à perdre le contrôle de la situation. Peut-être penser à ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Dr Farros, donc de ne pas invalider ce que dit la personne ou la déconsidérer, c'est-à-dire essayer de trouver le moyen pour apaiser les choses, parce que des fois on a des situations, tiens, il veut absolument rester dehors, ou bien, je ne sais pas, tel patient, enfin, tel parent veut partir, et comme l'enfant ou l'entourage essaie de s'opposer, en fait on rentre dans une situation où ça majore l'agressivité de la personne. Donc déjà, je dirais que dans la réaction, en fait, face à ce trouble du comportement, il faut essayer de garder son sang-froid, de garder son calme, je prends l'exemple d'un patient qui, une fois, voulait absolument prendre sa voiture à 2h du matin. En plus, il a un diagnostic qui est posé, la famille le sait. Donc, ils essayent de s'opposer, de reprendre les clés, voilà. Écoutez, moi, ce que j'ai déjà dit à la famille, non, c'est même tiens, non, c'est moi qui conduis, on va faire un tour, même s'il est 2h du matin, tu veux aller où? Parce qu'en fait, dans l'histoire du monsieur, en fait, il voulait se rendre à tel endroit pour telle chose. Alors, je dis pas que c'est simple, mais essayer de trouver des astuces pour éviter l'affrontement le plus possible. Après, s'il y a vraiment une situation d'urgence vitale, je dis toujours, en fait, je le dis aussi aux équipes soignantes, parce qu'on parle beaucoup des familles, il y a aussi les soignants qui sont des fois confrontés à des troubles du comportement, un patient qui est agité dans les services, qui casse tout. Je dis, avant toute chose, il faut se poser la question, est-ce que la personne se met en danger vraiment vital? C'est-à-dire, le patient qui, je sais pas moi, au 5e et qui va sauter. Là, oui, là, il faut le maîtriser même physiquement et on y va et voilà. Si ce n'est pas le cas, il n'y a jamais d'urgence, par exemple, à faire un soin, à faire une toilette, à donner un médicament. Voyez, il ne veut pas, il recrache, il pousse, on attend, on passe le relais, on voit dans 1 heure s'il veut. Oui, mais docteur, on ne peut pas laisser notre maman, elle ne veut pas s'habiller, elle n'a pas fait la toilette depuis 3 jours. Donc, on s'est mis tout ça pour pouvoir lui faire la toilette. Et là, on a géré en fait la situation de crise. Donc, non, il va falloir essayer de composer. Peut-être que là, elle ne veut pas, peut-être que plus tard, elle voudra, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Et que tant qu'on n'a en plus pas de diagnostic, c'est vrai que ça peut être très compliqué et qu'il faut savoir essayer de temporiser. Après, si on est dans une situation d'urgence vitale, je parle pour une famille, c'est vrai qu'avoir la ressource d'appeler au moins le 15 pour au moins avoir des renseignements avec le médecin qui va vous poser des questions, qui va faire le point sur son état de vigilance et qui va peut-être vous orienter. Ça reste pour moi quand même une solution, même si ça ne doit pas être automatique. Mais si vraiment on est dans une situation, le patient il a, je sais pas moi, un couteau en main qui va blesser quelqu'un d'autre, oui, il faut quand même appeler le 15 pour essayer de faire la part des choses en tout cas. Docteur Farros, Claire vous demande, doit-on interner, hospitaliser un patient porteur de troubles? Si on peut ne pas interner, d'ailleurs je pense qu'on n'interne plus, on est passé à autre chose quand même en matière de psychiatrie. L'idée effectivement c'est à quel moment on a recours à une hospitalisation, les hospitalisations qu'on qualifie de sous contrainte, ce qu'on appelait avant les hospitalisations d'office, les internements. L'idée c'est quand on est arrivé au bout de tout ce que a décrit le docteur Basileux, c'est-à-dire la négociation, la non-invalidation, d'essayer de contourner les problématiques au mieux pour apaiser la personne. Si effectivement on est dans une situation de crise, d'urgence, où la personne se met en danger, elle, et peut mettre en danger d'autres personnes, effectivement, il peut y avoir recours à ce qu'on appelle les hospitalisations d'office. Mais c'est vrai que n'ayant pas en aval de ça un service spécialisé dans la prise en charge de ce type de troubles, ça paraît
délétère quand même. Donc ce qu'il faudrait peut-être redire, c'est que quand même ces troubles, ce sont des troubles qui s'installent progressivement, etc. Donc à partir du moment où on considère que la personne âgée commence à avoir des réponses un peu inadaptées, etc., ça doit peut-être soucier les familles, ne pas trop minimiser en se disant mais non, c'est l'âge, parce qu'on entend souvent ça, c'est l'âge. Les personnes âgées même peuvent nous dire la mémoire n'est plus aussi bonne, c'est normal, c'est l'âge. En fait, non. Si effectivement on peut prendre en charge le plus précocement possible avec le relais du médecin généraliste qui peut recevoir dans un premier temps, essayer un peu de débrouiller, orienter le plus possible en amont vers une consultation mémoire, vers un lieu de prise en charge où on peut avoir recours à plusieurs spécialistes comme le service de médecine d'orientation gériatrique. C'est vrai que ça peut aider justement à éviter d'en arriver à ce que la personne se retrouve explosée psychiquement, on va dire, avec des troubles du comportement majeur et qui, à ce moment-là, comme on n'a pas ce qu'il faut pour gérer ça, on rajoute une catastrophe à la catastrophe et la personne se retrouve aux urgences où le médecin urgentiste lui-même est pris au dépourvu parce que il n'a pas de structure d'accueil pour ensuite adresser la personne, ou alors que la personne se retrouve en psychiatrie où il n'y aura pas le service adapté pour pouvoir l'aider au mieux. Donc voilà. Donc plus il y aura de prévention, plus on pourra aussi expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un trouble du comportement et comment on peut s'ajuster de façon non médicamenteuse, mieux ce sera pour les personnes qui sont susceptibles d'avoir des troubles du comportement. Xavier demande comment un aidant doit réagir face à une personne ayant donc des troubles du comportement, surtout s'il y a danger. Alors, je dirais toujours, comme je l'ai dit auparavant, ne pas aller à l'affrontement, ne pas contredire la personne, essayer de garder son calme, essayer de changer de sujet, essayer de... Tout dépendra aussi de la situation, bien sûr. Mais très fréquemment, comme l'a dit Dr Farroz, en fait, il y a eu souvent, et nous qu'on reçoit les patients et qu'on décortique l'histoire, avant d'arriver à la phase du trouble du comportement explosif dont on parle, où la situation est ingérable, il y a eu tout un tas de petites alertes de début, d'agressivité, d'abord verbale, de tendance à l'agacement. D'ailleurs, très souvent, on a au début de la maladie des changements un petit peu d'humeur, de l'irritabilité, une plus grande difficulté à faire face aux contrariétés du quotidien. Et en fait, c'est dès ces moments-là déjà, comme disait Dr Farroz, que s'ils sont repérés, ils vont permettre un diagnostic plus précoce et donc d'anticiper les choses et d'éviter d'arriver en fait à la situation explosive. Donc dans tous les cas, je dirais ça va être surtout ça. Dans le service, souvent, on a des patients soit qui déambulent, soit qui sont agités, soit qui... Et c'est souvent le cas qu'on vienne me dire « Mais docteur, il fait ci ou il fait ça ». Et puis des fois, les expressions décontenancées, voyant que je ne réagis pas forcément tout de suite, puisque, comme je vous dis, l'idée, c'est d'identifier est-ce qu'il y a une urgence vitale. S'il n'y a pas d'urgence vitale, tolérer en fait des fois ce trouble. C'est-à-dire tolérer des fois cette déambulation, tolérer des fois le discours, qui peut être des fois aussi... extrêmement violent pour les familles, puisqu'on parle d'agressivité verbale, il peut y avoir des injures, il peut y avoir aussi... Alors comme c'est dans le domaine de la maladie de la mémoire, des fois il ressort des histoires aussi de famille, il ressort des reproches, des choses qui sont des fois très très lourdes à supporter pour l'enfant en face qui a envie de se défendre ou de rentrer dans une discussion, dans un échange, et c'est là en fait que se crée le trouble du comportement, parce que de l'agressivité verbale, on passe à une agressivité physique, à une agitation et à un geste peut-être malheureux. Donc c'est ce travail-là qu'il faut apprendre à faire aux aidants et qui peut être très, très difficile. Et encore une fois, je dirais de savoir consulter très tôt. Puisque les troubles du comportement, on le sait, dans ces pathologies-là, ils arrivent dans l'évolution de la maladie lorsqu'elle est assez avancée. Et souvent, quand on est à ce stade-là, on sait que la pathologie, elle évolue des fois depuis plusieurs années, en fait, très souvent. Et là, les familles disent « Ah ben tiens, effectivement, on avait remarqué ça et ça, mais on n'y avait pas prêté attention, on pensait que c'était l'âge ou autre. » Georgette vous demande, à vous deux, comment faire pour entrer en contact avec vous. Alors, le service de médecine d'orientation gériatrique, il y a un numéro de téléphone, le secrétariat, 05 90... tiens, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié. Ça va revenir tout à l'heure. Et sinon, il y a le mail, mog@polyclinique-du6gp.com.
Alors, le temps que ça revienne, moi, je voudrais juste vous dire que si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous renseigner sur tout ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez contacter monsieur Lemestre, François Lemestre, président de l'association France Alzheimer Guadeloupe. Et le numéro de téléphone, le 06 90 57 85 00. 57 85 00. On arrive à la fin de notre émission. Un petit mot de la fin, docteur Pharos. Qu'aimeriez-vous dire à tous ceux et celles qui nous regardent? Concernant les troubles du comportement, donc il n'y a pas de fatalité. Donc l'idée aussi, c'est que l'ajustement de l'environnement est très 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 important et que souvent on rechigne à aller voir un médecin psychiatre, mais voilà, on est souvent aussi là pour aider, pour pouvoir expliquer aux personnes ce qui se passe pour leurs parents proches qui présentent les troubles du comportement en lien avec les maladies de la mémoire, et de pouvoir aussi les aiguiller, leur donner aussi des marches à suivre. Le médecin psychiatre a la possibilité à certains moments de pouvoir mettre des traitements aussi pour améliorer si possible. Et puis, pour le coup, comme on travaille en réseau, moi j'interviens aussi au MOG à certains moments pour pouvoir porter ces diagnostics-là. Et le reste du temps, je suis à mon cabinet à Basse-Terre. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc Pharos, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir pour cette émission Santé 10. Je rappelle, vous êtes gérontopsychiatre. Docteur Basileux, un petit mot de la fin? Oui, alors comme l'a dit le docteur Pharos, que ce n'est pas une fatalité, qu'effectivement, il y a une prise en charge qui existe, donc il faut aller au diagnostic et il faut oser des fois consulter, puisque c'est des fois aussi très difficile pour les familles et pour les patients de consulter pour ces troubles du comportement. C'est pas forcément évident d'en parler. Et puis, j'insisterai aussi sur la prise en charge non médicamenteuse. C'est vrai que dans le service, on n'en a pas parlé, mais on fait aussi des ateliers d'art-thérapie, par exemple, où on fait les patients dessiner. On veut mettre en place aussi de la musicothérapie, puisque là aussi, ça dépend aussi de l'histoire du malade, mais tous ces moyens-là permettent des fois de gérer les troubles du comportement autrement et ont bien souvent bien plus d'efficacité que les traitements médicamenteux. Donc, mais sans avoir consulté, sans diagnostic, c'est pas possible de les mettre en place, ces moyens-là, donc c'est important de consulter. Merci beaucoup, docteur Tatiana Basileux-Ozio. Je rappelle, vous êtes gériatre à la Polyclinique, ici en Guadeloupe. Au plaisir de vous retrouver pour un autre sujet concernant nos personnes âgées, puisqu'on le dit souvent, on ne parle pas de nos personnes âgées juste pendant la semaine consacrée aux personnes âgées. Ouais. Non, ici à Canal 10 et surtout dans votre émission Santé 10, on en parle toute l'année. Merci à vous. Juste avant de se quitter, chers téléspectateurs, je voudrais vous dire que samedi, on sera donc le 2 avril. Vous savez que le 2 avril, c'est la journée nationale de sensibilisation à l'autisme. Et donc, dans ce cadre-là, le docteur Safrano Béatrice, qui est psychiatre à l'hôpital de jour de Dugazon, a un message pour vous. On va se quitter sur ce message-là. Bonjour, docteur Safrano Béatrice. Je suis psychiatre à l'hôpital de jour de Dugazon, qui est une structure de soins intensifs pour les enfants porteurs de troubles du spectre autistique de 5 à 11 ans. Et samedi, 2 avril, pour la journée nationale de sensibilisation à l'autisme, nous vous attendons sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre pour une manifestation autour de l'autisme où vous pourrez rencontrer nos enfants, leurs familles, découvrir un stand d'information tenu par le Centre régional de l'autisme et assister à une super manifestation avec des témoignages d'acteurs engagés, mais aussi plein d'artistes pour le plaisir de tous. À samedi!